Il existe un endroit dans notre système solaire où les lois de la physique semblent se tordre, où le vent ne se mesure plus en kilomètres par heure, mais en degrés de folie. Un endroit que nous avons découvert non pas en le voyant, mais en devinant qu'il devait exister, comme si l'univers avait voulu le garder secret le plus longtemps possible. À 4,5 milliards de kilomètres d'ici, quelque chose tourne. Une chose d'immense, de bleu, de silencieux en apparence. Et pourtant, si vous pouviez vous tenir au-dessus de lui en ce moment, vous entendriez un rugissement si profond, si primitif, qu'il vous traverserait avant même que votre cerveau puisse l'identifier. Neptune ne vous invite pas, ni ne vous repousse non plus, elle vous ignore. Et c'est précisément ça le plus inquiétant. Nous allons descendre aujourd'hui. Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023, strate par strate, pression après pression, jusqu'aux zones où la matière perd de vue ce qu'elle est supposée être. Jusqu'au lieu où tombent des diamants en silence total, alors que d'immenses tempêtes de la taille de continents font rage au-dessus. Tout ce que vous allez entendre est réel, vérifié, ancré dans des données collectées par les meilleures sondes que l'humanité ait jamais construites. Et pourtant, je vous préviens, par moments, ça ne sonnera pas comme de la science, ça sonnera comme autre chose. Restez avec moi. Partie 1, Neptune, l'incomprise. Débutons avec un sujet qui devrait vous rendre inconfortable. Neptune n'aurait pas dû se trouver à l'endroit où elle se trouve. D'après les modèles globaux élaborés par les scientifiques au fil des décennies, une planète de cette dimension ne peut pas se créer à une telle distance du Soleil. La substance y est trop éparpillée, trop glaciale, trop rare pour se regrouper en un ensemble aussi massif. Pourtant, Neptune existe bel et bien, avec une masse 17 fois supérieure à celle de la Terre, à un endroit où la physique affirme qu'elle n'aurait pas dû persister. Quelle est la théorie qui est actuellement la plus largement acceptée ? Neptune s'est initialement formé beaucoup plus proche du Soleil avant de se déplacer vers l'extérieur au fil de milliards d'années d'interactions gravitationnelles complexes. Elle a été expulsée vers les limites du système solaire telle une réfugiée, et peut-être que quelque chose dans cette migration, ce périple gigantesque à travers l'espace, a participé à la création de l'atmosphère exceptionnelle qu'elle détient actuellement, découverte en 1846 par les mathématiques avant d'être vue par un télescope. Le Verrier et Adams avaient calculé sa position exacte en observant les anomalies dans la trajectoire d'Uranus. Neptune fut la première preuve que l'univers obéit à des équations, même quand on ne peut pas encore le voir. Mais ce n'est qu'en 1989, après 12 ans de voyage, que Voyager 2 s'en approcha suffisamment pour nous montrer ce que nous avions manqué. Ce que les scientifiques virent sur ces premières images dérouta tout le monde. Une planète pas endormie, pas figée. Une planète en colère permanente, animée de structures atmosphériques que personne n'avait anticipées. Une planète qui semblait presque vivante. Et c'est là que les vraies questions commencèrent. Partie 2, la rencontre avec l'invisible. Vous êtes maintenant au-dessus de Neptune, suspendu dans le vide, regardant vers le bas. Pas de surface, pas de ligne d'arrivée. Juste une profondeur de bleu et de blanc qui s'étend à l'infini, et en dessous, quelque chose que les instruments mesurent mais que l'esprit humain refuse de vraiment saisir. Vous descendez. Les couches viennent de l'hélium et du méthane. C'est ce méthane qui capte les longueurs d'onde rouge de la lumière solaire et renvoie le bleu qui confère à Neptune cette teinte presque artificielle sur les images. Trop impeccable, trop vive, comme si un individu avait poussé le réglage de saturation un peu au-delà du raisonnable. Ici, la température est de moins 220 degrés. Votre matériel résiste, vos instruments enregistrent les données, tout paraît maîtrisé et ensuite vous l'écoutez. Pas un bruit. Quelque chose qui précède le son, une vibration qui émerge du vide, qui pénètre dans votre thorax, dans vos os, avant même que vos oreilles n'aient eu la chance de l'interpréter. Et avant même que vous ayez eu la chance de réagir, le vent vous frappe. 2000 km/h, 2100 selon certaines mesures. Pour vous donner une idée concrète, la balle d'un fusil de sniper moderne voyage à environ 900 km/h. Les vents de Neptune sont 2 fois plus rapides. Et contrairement à la balle, ils ne s'arrêtent pas. Ils n'ont jamais commencé. Ils soufflent depuis des décennies sans la moindre pause, sans le moindre essoufflement, comme si Neptune n'avait jamais appris ce qu'était le repos. Vous venez d'entrer dans les courants G, et rien ne sera plus jamais comme avant. Partie 3. La mécanique d'un monde en colère. Voici une question qui a longtemps laissé les planétologues sans voix. Pourquoi ? Comment une planète qui se trouve à une telle distance du Soleil et qui reçoit 1000 fois moins d'énergie stellaire que notre Terre peut-elle produire des vents aussi dévastateurs ? Tout sur notre planète provient de l'étoile. L'écart thermique entre les tropiques et les pôles engendre des déséquilibres qui donnent naissance à nos tempêtes. Si vous ôtez le Soleil, les vents se calmeront en quelques semaines. Sur Neptune, les supprimer ne changerait presque rien. La planète émet 2,6 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit. Ce surplus ne vient pas de l'espace, il vient d'en bas.
d'une chaleur primitive emprisonnée au moment même de la formation de la planète, il y a 4,5 milliards d'années. Une chaleur qui ne s'est jamais vraiment dissipée, enfermée dans les profondeurs par des couches de matière de plus en plus denses. Cette énergie est en train de remonter progressivement, implacablement à travers des colonnes de convection titanesques, et lorsqu'elle parvient dans l'atmosphère, elle ne trouve rien pour l'absorber. Il n'y a pas de montagne, pas de continent, il n'y a pas de frottement de surface. Ainsi, elle se convertit entièrement en mouvement, rapidement, avec brutalité. Ce que nous percevons depuis l'espace sous forme de jolis motifs bleus et blancs est en vérité la surface apparente d'un réacteur thermique planétaire fonctionnant à plein régime depuis des milliards d'années. Neptune n'est pas en furie, elle se montre tout simplement efficace. Partie 4, les tempêtes qui avalent des continents. Dans ce tourbillon permanent, certaines structures émergent, des formes reconnaissables, stables, qui persistent pendant des années dans ce chaos apparent. Et certaines d'entre elles sont d'une taille qui rend le mot tempête complètement inadéquate. En 1989, Voyager 2 capture une tache sombre dans l'hémisphère méridional de Neptune. On la désigne souvent sous le nom de grande tache sombre. Elle a une taille comparable à celle de la planète entière. Il s'agit d'un gigantesque anticyclone, un vide atmosphérique qui attire et rejette des volumes de gaz à des vitesses spectaculaires, avec des courants périphériques parmi les plus rapides jamais observés sur une planète du système solaire. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Quand Hubble braque son regard sur cette planète en 1994, la grande tache sombre a disparu, évaporée, sans explication claire, sans préavis, sans trace. Une structure grande comme une planète entière qui existait il y a 5 ans et qui n'est plus là, comme si Neptune avait simplement décidé de tourner la page. Depuis, de nouvelles tâches ont vu le jour. Certains ont disparu de leur propre raisonnement, un raisonnement que nos modèles climatiques les plus sophistiqués ont encore du mal à reproduire avec précision. Il s'agit de zones où pression, température et vitesse engendrent des conditions à la frontière de ce que la physique est capable d'expliquer. Des lieux où même les équations semblent indécises. Vous tombez vers l'une d'elles et autour de vous, des nuages de méthane cristallisé s'étirent sur des milliers de kilomètres, filamenteux, presque translucides, d'une beauté qui contraste avec ce qui vous attend en dessous. Partie 5, l'impact sur un corps. Parlons maintenant de vous, de ce que Neptune ferait à votre corps, avec la précision froide et méthodique d'un phénomène physique qui n'a aucune conscience de votre existence. À l'entrée dans les courants G, la traînée aérodynamique commence à travailler. À ces vitesses, vous n'êtes plus dans un régime d'écoulement normal. Les ondes de choc se forment autour de chaque partie de votre corps, créant des différences de pression brutales entre votre face avant et votre face arrière. En quelques millièmes de seconde, l'équilibre mécanique qui maintient votre structure corporelle est compromis. Votre combinaison est la première à disparaître, pas arrachée comme dans un film d'action, au contraire, plutôt dégradée, fragmentée, réduite à néant par les cristaux de méthane gelé qui se déplacent dans le flux à des vitesses proches de la balle. Ces cristaux sont de taille microscopique, mais à une vitesse de 2000 km/h, même une particule de quelques micromètres fonctionne comme un instrument de coupe. Ce qui suit est moins spectaculaire, mais plus insidieux. Les gradients de vitesse dans le vent, ces régions où l'écoulement est plus rapide d'un côté de votre corps que de l'autre, engendrent des forces de cisaillement qui agissent simultanément dans des directions contraires. Vos tissus, conçus pour faire face aux contraintes biologiques, ne sont pas prévus pour cela. La dissolution est systématique, presque chirurgicale dans son exactitude. Ce qui est étrange dans tout ça, c'est que Neptune ne fait rien d'exceptionnel, elle applique simplement ses lois habituelles, c'est vous qui êtes l'anomalie dans cet endroit. Partie 6, là où la matière change de règle. Plus bas, toujours plus bas, la pression augmente de façon qui dépasse l'intuition humaine. 100 bars, 1000, 10 000. À titre de comparaison, le point le plus profond de nos océans, la fosse des Mariannes, soumet les objets à environ 1000 bars. Vous êtes maintenant bien au-delà. À ces pressions, quelque chose de fondamental se brise dans la nature de la matière autour de vous. La frontière entre gaz et liquide, cette frontière que nous considérons comme évidente dans notre quotidien, cesse d'exister.
Vous entrez dans le domaine des fluides supercritiques, un état de la matière que peu d'humains visualisent intuitivement, parce que rien dans notre expérience quotidienne n'y ressemble. L'hydrogène et l'hélium autour de vous coulent, mais avec une densité bien supérieure à tout ce qu'on appelle normalement un gaz. Il comprime, mais sans la résistance nette d'un liquide. Il se comporte comme les deux à la fois, ou comme aucun des deux, selon l'équation que vous choisissez d'appliquer. Vous traversez des couches d'ammoniac concentrées, corrosifs, stratifiées en bande horizontale d'une régularité presque géométrique. Des formations chimiques complexes, créées par des réactions que le rayonnement solaire initie en surface et que la pression amplifie en profondeur. Des teintes orangées, brunes, ocre qui tranchent avec le bleu de surface et que personne ne verra jamais directement, sauf à travers les équations. Les vents ici ne rugissent plus, ils poussent, lentement, irrésistiblement, avec la force tranquille de quelque chose qui n'a pas besoin de se presser. Partie 7. La pluie de diamants et l'océan qui ne devrait pas exister. Ah. Et maintenant quelque chose que même les scientifiques ont du mal à énoncer sans une légère hésitation dans la voix. Il pleut des diamants sur Neptune. Pas métaphoriquement, pas approximativement. Des expériences menées en laboratoire, notamment au SLAC National Accelerator Laboratory, ont reproduit les conditions de pression et de température régnant dans les profondeurs de Neptune. Résultat, le carbone extrait du méthane se cristallise. Il forme des diamants, des vrais. Des petits pour l'instant dans les expériences terrestres, mais dans les profondeurs de Neptune, certains modèles suggèrent qu'ils pourraient grossir pendant leur chute, accumulant couche après couche au fil des millénaires. Et cette chute, elle se termine quelque part, probablement dans un océan. Pas d'eau, un océan de diamants liquides, sous des pressions si colossales que même le carbone cristallisé finit par fondre. Un lac de diamants en fusion autour d'un noyau solide, dans le noir le plus absolu, à des milliers de kilomètres sous une surface que personne n'a jamais touchée. C'est réel. C'est Neptune. Et personne ne le verra jamais de ses propres yeux. Conclusion, ce que l'univers essaye de ne pas vous dire. Votre voyage s'achève ici. Non pas parce que vous avez atteint le fond, Neptune n'en a pas vraiment, mais parce qu'il n'y a plus rien à distinguer entre vous et ce qui vous entoure. Le champ magnétique de Neptune est l'un des plus étranges du système solaire. Incliné à 47 degrés par rapport à l'axe de rotation, asymétrique, décalé par rapport au centre de la planète d'une façon que les scientifiques n'expliquent pas encore complètement. Certains pensent que l'intérieur de Neptune est en mouvement, que quelque chose là-dedans n'a pas fini de se stabiliser après 4,5 milliards d'années, que la planète est encore, d'une certaine façon, en train de se former. Dans ces perturbations électromagnétiques, vos derniers signaux nerveux se dissolvent, et Neptune continue, exactement comme avant. Ses vents tournent, ses diamants tombent, ses tempêtes apparaissent et disparaissent selon une logique qui nous échappe encore. Ce qui me frappe le plus dans tout ça, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'hostilité, c'est l'indifférence. Neptune n'est pas dangereuse parce qu'elle veut vous détruire. Elle est dangereuse parce qu'elle ne sait même pas que vous existez. Elle applique les lois de la physique avec une cohérence absolue, et vous, votre corps, votre conscience, tout ce que vous êtes, n'êtes tout simplement pas une variable dans ces équations. L'univers dans son immensité ressemble bien plus à Neptune qu'à la Terre. Des mondes extrêmes, chimiquement complexes, physiquement brutaux, d'une beauté que nous ne pouvons admirer que de très loin. Et quelque part dans les milliards de systèmes que nous n'avons pas encore regardés, combien de planètes abritent des phénomènes encore plus étranges, des pluies que nous n'avons pas de mots pour décrire, des tempêtes qui suivent des lois que nous n'avons pas encore écrites. Nous sommes une espèce qui a appris à mesurer l'univers. Nous ne l'habitons qu'à un endroit, un seul, fragile, tempéré, exceptionnel. Ne l'oubliez pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là et n'oubliez pas de vous abonner.